beaucoup de bonsoir dans la petite conversation, c'est sympa comme tout. Les habitués auront constaté que la musique a changé, la petite musique d'introduction, parce qu'on s'est rendu compte que parfois les participants avaient tendance à s'assoupir avant le début de la conf. Là, on s'est dit on va les réveiller, hein. C'est en avant, quoi. Merci à tous d'être venus. Merci beaucoup à Sébastien Massard d'avoir accepté de donner cette petite conf. Double intro ce soir, je ne vais pas parler très longtemps, je vais passer la parole ensuite à Marc. Je vais vous présenter, vous parler en un mot du campus de l'engagement, parce que vous avez peut-être remarqué, c'est la première fois que vous recevez une invitation à une conférence labellisée Campus de l'engagement. Vous l'avez peut-être vu aussi dans la petite intro, là, le petit diaporama qui est passé, il y a un petit label Campus de l'engagement. Pourquoi est-ce qu'on a mis ça sur cette conf et sur cette année? Le Campus de l'engagement, c'est une action qu'on a lancée en 2019 avec la conviction que si on faisait dialoguer des lauréats de l'Institut avec des entreprises, il en ressortirait des propositions, des idées, des engagements partagés, des solutions durables, comme on dit maintenant, et que ce serait bien dommage de se priver d'une chose pareille. Donc en 2019, on a fait ça, c'était la première fois. Des entreprises amies nous ont fait confiance et on s'est retrouvés avec 300 lauréats et puis 150 représentants d'entreprises, collaborateurs, salariés, équipes d'entreprise, dans le Vercors pour 3 jours, avec des super conférences et puis des ateliers qui permettaient aux entreprises et aux lauréats de travailler ensemble sur des sujets qui touchaient aux entreprises et puis aux solutions qu'il faut qu'on construise ensemble pour construire un monde d'après, comme on dit maintenant, c'est très à la mode, je déteste cette expression, et un monde en tout cas plutôt meilleur que celui qui se construirait si on ne faisait pas ça. C'était super. C'était super, donc les entreprises ont dit on veut continuer, les lauréats sont ressortis en disant on a compris que les entreprises, en fait, ce n'est pas des boîtes, c'est des gens, et que les gens, ils peuvent avoir des valeurs. On était très contents et on s'est dit allez, on recommence en 2020, hein. Allez, on réunit plein de lauréats et plein d'entreprises dans un endroit pendant 3 jours. Eh bien, on ne l'a pas fait. Voilà, on ne l'a pas fait parce qu'on n'a pas pu. On avait dit on va faire ça première semaine de juillet dans le Vercors, et puis après on a dit on va faire ça mi-octobre dans Nouvelle-Aquitaine, à Bordeaux. Et puis après on s'est dit on va le faire en ligne, voilà. Et en ligne on a commencé par faire des ateliers. Et on a eu plusieurs ateliers et je vois là rien que sur mon premier écran, je vois déjà des gens qui ont participé à ces ateliers. Bonjour Florène, qui ont donc déjà joué à ça, échangé, discuté, travaillé avec des entreprises. Et puis, ce qui manquait, c'est les conférences, puisque à Campus, on avait aussi fait des conférences. Alors, qu'est-ce qui distingue une conférence Campus d'une autre conférence ? Bon, c'est un peu subtil hein, comme distinction, mais l'idée, c'est des sujets dont on se dit qu'elles peuvent particulièrement intéresser les entreprises tout en intéressant les lauréats de l'Institut. Alors que d'habitude, c'est dans l'autre sens, c'est-à-dire on se dit qu'elles peuvent particulièrement intéresser les lauréats de l'Institut tout en intéressant les entreprises. C'est subtil. Mais voilà, aujourd'hui, donc cette première conf labellisée Campus de l'engagement, en espérant que cette année, on va quand même arriver à faire un campus en vrai. Et je vais laisser la parole à Sébastien, qui était là, non, à Marc d'abord, qui va nous présenter Sébastien, qui était là à notre campus 2019 et qui a accepté de revenir à notre campus 2020-21. Vous avez lu sa bio, vous ne l'avez pas lu, il est directeur de la stratégie de Dassault Systèmes, qui est partenaire de l'Institut de l'engagement, qui est un leader français de l'innovation et qui notamment fabrique des outils qui permettent de modéliser des phénomènes aussi différents que la ville de demain, les océans, ou, et clin d'œil à Emmanuel Vanoli, lauréat de la promo des engagés du Covid récente, des choses aussi bizarres que les flux d'air dans un EHPAD ou au sein de la Philharmonie pour essayer de protéger les résidents d'un EHPAD ou les spectateurs de la Philharmonie des contaminations de dangereux virus, voire de leurs variants. Il se révèle astrophysicien, il est ingénieur, polytechnicien, mais il a, je souligne le mais par rapport à Claire qui est polytechnicienne aussi, comme chacun sait, mais lui, il a aussi étudié la philosophie à la Sorbonne et à Normal Sup. Il a travaillé dans le secteur public, à la fois à l'échelle régionale en Languedoc-Roussillon, à l'échelle
nationale et même internationale à l'autorité des marchés financiers, et pas à n'importe quel moment, au lendemain de la crise de 2008. Et donc, sans doute est-il habitué aux crises. Et puis, il a été conseiller du ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, et conseiller aussi de François Hollande lorsqu'il était président de la République, conseiller sur les enjeux industriels. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter Sébastien Massard. Sébastien, on a commencé à discuter de ce que pourrait être le thème de ta conférence il y a presque un an. Et puis, on a hésité entre plein de sujets et on s'est arrêté, et peut-être que tu as changé depuis tout à l'heure encore. On s'est arrêté sur un sujet que je trouve magnifique et je suis ravi de t'entendre sur la stratégie et l'inconnu. Sébastien, merci beaucoup d'être avec nous. Bonsoir à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, super. Bonsoir à tous. C'était un bonheur d'être avec vous ce soir, d'avoir ce moment d'échange. Je vais avoir un petit moment introductif et merci Marc et Claire d'avoir posé les premiers mots. L'idée, c'est aussi d'avoir une discussion avec vous. Je crois qu'on est à un moment assez particulier pour nos sociétés, pour nos vies personnelles. Et donc, tout ce qu'on peut essayer d'échanger, de réfléchir est extrêmement précieux. Et ce type de moment collectif, eh bien, merci à l'Institut de l'engagement de les créer, malgré le contexte, et aussi pour rebondir, pour créer du ressort de la ressource nouvelle. Alors, on me demandait de parler un peu de moi, et ce n'est pas mon habitude. Je vais en parler un peu, mais surtout à travers ce qu'on fait, ce que j'ai fait par le passé et ce que je fais actuellement dans une entreprise qui s'appelle Dassault Systèmes et qui est absolument passionnant. Je vais essayer de vous partager cette passion-là, non pas parce que j'aurais envie que vous fassiez tous la même chose, mais c'est plutôt parce que je crois que collectivement, on a la capacité de créer des choses incroyables et une responsabilité dans ce moment de crise. Crise, ça veut dire quoi? Ça veut dire choix en grec. Et vous allez voir, je vais revenir très souvent à des notions d'étymologie et d'analyse des mots. Et je crois que ça fait partie profondément de ce que peut apporter une vue stratégique en fait, sur le monde. Donc, crise, ça veut dire choix. Et donc, dans la période actuelle, on est devant des choix. On est mis devant des choix peut-être contre notre propre souhait qui serait de ne pas choisir. Donc là, il y a une dimension aussi de relation avec notre monde et avec notre siècle. Et aussi, on est mis devant des choix parce qu'on a le choix. Et comment on conserve ce choix dans la durée? Donc, dans le titre, la stratégie et l'inconnu qui a été proposé par Marc, en discussion avec Marc, je crois que le terme inconnu est important parce qu'il faut préserver cette dimension d'inconnu. Et je vais essayer de vous expliquer un peu quel est le parcours de pensée et le parcours de vie aussi et d'expérience qui est autour de ça. Quelques mots sur mon parcours personnel. Bon, comme a dit Marc, j'ai fait des études à la fois scientifiques et philosophiques et c'est porté par une curiosité de comprendre comment ça marche, comment est-ce qu'on peut agir, comment ça fonctionne, etc. Mais aussi des questionnements essentiels sur le pourquoi. Il n'y a pas juste le comment, il y a le pourquoi aussi. Et ces deux questions, en fait, elles résonnent avec tout ce que j'ai fait et une passion de connaissance. Et cette connaissance-là, en fait, elle est vraiment un driver, j'ai envie de le dire en anglais, mais une motivation forte à agir, à aller voir, à être dans la vie. Et non pas de la connaissance à côté du monde, à distance, mais une connaissance engagée. Je crois que ça reboucle aussi avec la raison d'être de l'Institut d'engagement et la dynamique qui est autour de ça. Et cette connaissance, en fait, elle m'a amené à m'intéresser à la stratégie, alors que, comme a dit Marc, moi j'étais plutôt sur les sujets d'astronomie, d'astrophysique, de cosmologie, d'où vient l'univers, pourquoi est-ce que les lois de la physique sont comme on les connaît, et est-ce qu'elles ne pourraient pas être envisagées autrement?
qu'est-ce que la vie, pourquoi la vie est apparue, donc énormément de questions de ce type-là. Comment est-ce qu'on connaît le monde? Et en fait, en tirant ce fil-là de curiosité sur en fait, le monde extérieur, le monde physique, le monde naturel, presque indépendamment de l'homme, je suis arrivé à me questionner sur l'homme dans sa relation au monde. Et en fait, c'est à ce moment-là de mon parcours, au moment de mes études, que j'ai abandonné un parcours qui était dessiné plutôt dans l'astrophysique et la cosmologie, donc dans des sciences extrêmement théoriques et éloignées de la quotidienne, et que j'ai souhaité plus regarder en fait comment les sociétés humaines fonctionnent. Et c'est ce que moi j'appellerais l'épistémologie, c'est-à-dire la volonté de savoir comment on connaît et comment on a une relation au monde. Alors tout ça, c'est une intro un peu complexe, un peu abstraite. À un moment, c'est aussi des opportunités dans le temps. Et ça m'a amené progressivement en fait, à dire les sociétés humaines ont une connaissance du monde et des sociétés qu'on peut appeler relativement alors, primitives, c'est un jugement de valeur, mais des sociétés qui sont beaucoup plus proches de la nature ont une connaissance du monde qui est organisée à travers le langage, à travers des mythes, à travers la façon de raconter la nature. Et finalement, notre connaissance par rapport au monde, est-ce qu'elle se distingue beaucoup de ces connaissances-là? Pas forcément, parce que les connaissances que les sociétés avaient sur la nature, elles sont très efficaces. Elles permettent d'agir dans le réel. Elles créent des représentations du réel qui permettent de vivre et qui permettent à la collectivité de fonctionner au travers des événements naturels. Il y a une sécheresse, il y a peut-être des différentes espèces qui se développent plus ou moins bien, etc. Et donc, la stratégie, elle est apparue pour moi là-dedans comme un questionnement, de dire, en fait, je voudrais en savoir plus sur le monde. La seule façon que l'homme a d'en savoir plus sur le monde, c'est d'agir. Ce n'est pas d'être à distance, il doit se plonger dedans. Donc, bon, mon parcours, il m'a amené à être d'abord dans la sphère publique, à différents endroits, dans une préfecture de région où j'ai traversé la crise financière d'une certaine façon avec beaucoup d'entreprises. Il y a des sites qui fermaient. Et en même temps, il y a des entreprises qui avaient des idées formidables, par exemple, dans tout ce qui est les carburants bio, etc. Et finalement, ces projets-là n'avaient pas toujours les financements qu'ils auraient pu obtenir du fait d'une crise financière qui était née avec la chute de Lehman Brothers. Là encore, c'est l'esprit scientifique qui interagit avec cette situation, qui fait des allers-retours en se disant, mais pourquoi est-ce que mon entreprise qui est en face de moi, le dirigeant, il a une énergie folle, il a un projet qui me paraît extrêmement valeureux pour la société, il y a une entreprise à l'autre bout du monde qui était mal organisée, qui était sur peut-être des créneaux pas tout à fait conformes à l'intérêt général, et à ce moment-là, l'entreprise qui fait des carburants verts dans le Languedoc-Roussillon, elle ne trouve pas le financement à cause de cette espèce d'interdépendance mondiale. Donc, l'interdépendance mondiale, c'était un problème qui était une réalité, et ce n'était pas juste une abstraction, ce n'était pas juste une vue de l'esprit, qu'il y avait un système qui nous dépassait et qui faisait que les phénomènes à un bout de la planète avaient un effet sur un autre bout de la planète. Et ça m'a emmené à m'intéresser au marché financier, non pas pour être moi-même trader ou agir sur ces marchés-là, mais plutôt pour essayer de comprendre comment ce système pouvait peut-être être amélioré. Et donc, c'est la dimension de régulation qui est une modalité de l'action publique par rapport au monde et qui est extrêmement légitime au sein de l'action de l'État. Et donc, la dimension système que finalement j'avais peut-être dans mes études plus étudiées dans les sciences physiques, dans les sciences de la nature, ici, on la retrouvait dans les sciences qui sont plus humaines, des sciences liées à la société, comment collectivement on arrive à se comporter et à se donner des conventions qu'on partage et qui nous permettent de vivre tous ensemble. L'économie, donc, est là aussi à la fois une matière d'action, mais une matière de connaissance.
Et donc, il y a des autorités dans le monde, comme l'autorité des marchés financiers, il y a des régulateurs qui doivent développer une stratégie par rapport à ça. Et là, on voit bien que stratégie, et là je reviendrai sur l'étymologie un peu du mot stratégie, c'est un mot qui est à la fois très surplombant, et c'est pour ça que je souhaite aussi discuter stratégie et inconnu. La stratégie, c'est quand on dit je fais de la stratégie, en gros, il n'y a plus rien à discuter hein, à l'intérieur d'une entreprise ou à l'extérieur. Donc, c'est qu'il a raison, c'est qu'il a le dernier mot sur le sujet. Il y a une position dont on se dit a priori elle est relativement autoritaire. C'est une décision stratégique. Donc là, on n'a plus à discuter. C'est en arrivé au fin mot de la discussion. Eh bien, je crois à l'inverse que la stratégie, c'est un rapport entre l'un et le multiple, c'est-à-dire entre une unité d'action et une multiplicité d'endroits où elle a lieu. L'étymologie stratégie, elle veut dire ça. Stratos, ça veut dire quoi? Ça veut dire disperser, ça veut dire armée, ça veut dire multitude. Donc en grec, c'est un mot grec, stratégie. Stratos, c'est la multitude, ce qui est dispersé, ce qu'on n'arrive pas à réunir. Et again, donc la deuxième partie du mot stratégie, en grec, ça veut dire l'action, ça veut dire agir, ça veut dire l'axiome, c'est-à-dire la décision, le fait d'unir, et puis ça veut dire aussi pédagogie, ça veut dire la conduite. Et quand on met en face strat et again, on a en face l'un et le multiple. Et on peut l'envisager comme l'un et le multiple du général d'armée qui est en haut de sa colline pendant que la bataille a lieu sur le terrain et qui va dire c'est moi qui ai le pouvoir, donc c'est moi qui vais orienter mon armée, même si je la conduis à la catastrophe, etc. Et je n'ai pas forcément le retour de terrain, je n'ai pas forcément immédiatement la connaissance de ce qui se passe, mais j'ai la capacité de décider, donc je l'impose. Ça, c'est une mauvaise façon de voir la stratégie. Et finalement, c'est peut-être une des choses qui a mené à la crise de 2008-2009. Dans mon raisonnement à l'époque, du moins, c'est ce que je m'étais dit. Et finalement, c'est peut-être aussi des éléments qu'on est en train de traverser. Cette vision un peu passéiste ou un peu excessive de la stratégie, ou disons le mot de la politique, où on essaie de tout réunir parce qu'on a un pouvoir de décider, en fait, et un regard surplombant, eh bien, on arrive à décider à la place des autres. Et donc, il y a ce rapport entre une personne qui décide et une multitude qui doit mettre en œuvre. Et les marchés financiers, puisque je suis sur cette étape-là un peu de la régulation, ils étaient probablement un peu dans cette approche-là, sous un effet qui était l'effet de mode. Il y a des personnes qui ont la capacité de lancer un effet de mode et les marchés vont suivre. Et puis l'effet de mode, il est à la hausse, il est à la baisse, et ça s'effondre. Et derrière, il y a la marée descend, donc il y a des gens qui sont à sec. Donc, stratégie, voilà, je voulais vous parler un peu de ce qu'est la stratégie dans cette étymologie. Stratégie maintenant, ça veut dire quoi? C'est encore l'un et le multiple, mais ça doit être vu différemment. C'est-à-dire, dans une entreprise comme Dassault Systèmes, la stratégie, elle n'est pas surplombante, elle n'est pas décidée d'en haut vers le bas. Puisqu'on est une entreprise, et je vais dire deux mots sur Dassault Systèmes, on crée des univers virtuels. On crée des univers virtuels, ça veut dire vous voulez représenter une ville, vous voulez représenter un corps humain pour le soigner, vous voulez représenter un hôpital, c'est l'exemple qui a été cité tout à l'heure, vous voulez représenter un avion, vous voulez représenter une rivière, vous pouvez la représenter dans une modalité qui va vous permettre d'agir dessus. Si je représente une rivière, il y a des bassins versants qui vont parvenir à cette rivière, il y a peut-être la composition de l'eau qui doit être connue, l'usage qui va en être fait, puisque je vais peut-être avoir des stations d'épuration pour alimenter des villes, et il y a un retour de l'eau ensuite dans cette même rivière. Donc, en fait, il y a un ensemble de systèmes qui sont imbriqués et que je veux représenter pour pouvoir bien avoir des effets positifs sur la société, qui sont peut-être d'apporter de l'eau à des personnes, d'utiliser de l'eau pour de l'agriculture ou dans de l'industrie, etc. Si je n'ai pas de représentation de cette rivière, chacun va aller se servir dedans, va pomper l'eau, et peut-être celui qui en avale va être
privé d'eau dont il aurait eu besoin, avec des effets entre les différents acteurs, donc on appelle en économie des externalités. Si je ne représente pas cette rivière et que chacun agit sur la rivière selon son intérêt immédiat et court-termiste, eh bien, la ressource, elle va progressivement disparaître. En revanche, si j'arrive à partager alors ce que j'appelle une représentation, ce qui peut être un univers virtuel de représentation de la rivière, donc ça peut être un modèle 3D de la rivière, mais ça peut être un texte de loi, ou ça peut être une convention sociale. Par exemple, en Inde, une rivière peut avoir la personnalité morale, c'est-à-dire qu'elle est capable d'être représentée devant des tribunaux pour défendre ses intérêts de rivière. Alors, j'ai pris cet exemple de rivière, à vrai dire, je ne l'avais pas forcément préparé, et c'est l'idée que quand un objet, même un objet physique du monde, qui peut être naturel, qui peut être artificiel, a une représentation virtuelle, il est capable de servir mieux la collectivité, d'être mieux articulé avec un effet pour le collectif. Et Dassault Systèmes est dans ces mondes-là. On est né dans les années 80 pour représenter virtuellement des objets qui étaient des avions, des voitures, donc des objets industriels. Et on a constaté très vite que ces objets, quand ils étaient représentés, quand il y avait un univers virtuel, quand il y avait un jumeau virtuel de l'objet, on pouvait mieux agir avec ces objets. On pouvait mieux concevoir un avion parce qu'il y avait des milliers d'ingénieurs qui travaillaient sur le même avion. Et finalement, s'ils avaient affaire au jumeau virtuel de l'avion futur, qui n'existe pas encore, mais il y a déjà sa représentation, eh bien, on est capable de mieux imaginer l'avion, d'optimiser peut-être sa consommation de carburant, d'améliorer sa stabilité de vol, etc. Ça, on était parti dans ces univers industriels, disons, et actuellement, on est sur une nouvelle étape où on représente également dans des univers de la vie des jumeaux virtuels d'un corps humain, par exemple, des jumeaux virtuels d'objets vivants, ça peut être des plantes, ça peut être des organes, et ça peut être aussi des sociétés. Et c'est ce qu'on voit, c'est que là, on fait de l'épidémiologie. Vous avez tous vu des exemples, mais nous, on déploie en pratique, par exemple, dans le Grand Est, on a déployé un jumeau virtuel de la région Grand Est du point de vue de l'épidémiologie. Ça permet quoi? Ça permet de mieux gérer des décisions comme tel réseau de transport devrait être fermé parce qu'il y a un risque de propagation entre deux quartiers, par exemple, ou entre deux villes de l'épidémie. Donc ça, c'est des choses qui existent et qui sont déployées. Et finalement, vous voyez, j'ai une carte de la situation, mais j'ai aussi la capacité de la projeter dans l'avenir, puisque une fois que j'ai cette représentation de mon objet, je sais le simuler, puisque je connais les lois scientifiques qui fondent mon objet. Donc, si c'est un avion, les lois scientifiques, c'est simple. C'est la simulation des fluides, des structures, de l'électronique, etc. Je dis c'est simple, mais en réalité, c'est déjà extrêmement complexe. Je vois Emmanuel Vagnoli qui enfin, c'est extrêmement complexe, mais d'une certaine façon, ces lois-là, elles sont objectivables assez simplement. Si j'essaie de représenter des phénomènes collectifs, des phénomènes partagés, qui sont humains, qui sont sociétaux, qui sont sociaux, là, c'est beaucoup plus complexe. Et heureusement que c'est beaucoup plus complexe parce que ça nous laisse le choix. C'est-à-dire, la vraie dimension qui est derrière, c'est qu'il faut choisir. À un moment, quelqu'un ou une collectivité doit prendre une décision et il y a des bifurcations possibles. Ça, c'est un élément clé, c'est que la capacité de choisir, elle est essentielle à l'homme et donc la capacité à générer de la norme, ce que les biologistes ou aussi les philosophes appellent la normativité, notamment Canguilhem, qui est un philosophe que j'aime beaucoup, qui essaie de réfléchir à ce qu'est la bonne santé. Il dit, la bonne santé, c'est pas de ne pas être malade, parce que finalement, ça c'est une définition négative, et puis selon les personnes, vous n'allez pas être
dans le même état quand vous allez dire « je ne suis pas malade ». Parfois, des gens seraient très malades s'ils étaient dans la peau de quelqu'un d'autre. En réalité, le critère, il dit « c'est pas non plus d'être normal », parce que le biologiste, il ne sait pas dire ce qu'est un être vivant normal. Et ça serait extrêmement dangereux, même socialement, de dire « voilà le normal ». Donc, tout le monde doit ressembler. Vous devez avoir ce poids-là, vous devez avoir cette taille-là, vous devez avoir, etc. Donc, vous imaginez toutes les dérives qui peuvent être derrière ça. En revanche, c'est ce qu'il appelle la normativité, c'est la capacité à agir, à générer sa propre norme. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails philosophiques, mais ça a un lien avec ce qu'est la stratégie au niveau d'une organisation. La stratégie pour une organisation, c'est la capacité à définir elle-même ce qu'elle est. C'est son autonomie. Au niveau d'un pays, la stratégie, c'est très lié à la souveraineté, la capacité du pays à continuer à choisir ce qu'il est, ce qu'il fait, les alliances, c'est-à-dire de ne pas se mettre dans la dépendance par rapport à d'autres pays. Pour une entreprise, c'est à peu près la même chose, mais aussi pour un territoire, mais aussi pour, je ne sais pas, l'Institut de l'engagement a probablement aussi la capacité de définir lui-même ce qu'il est, et c'est le préserver dans le temps. Stratégie et inconnu. Et je pense qu'il me reste, je ne sais pas, Marc, il me reste combien de temps? L'introduction a été très très longue, donc il te reste au moins 10 minutes. Et si tu en prends 12, on te le pardonnera tous. Ok, bon. Donc, je voulais parler d'abord de stratégie, et c'est parti sur mon début de parcours aussi par rapport au marché financier. Deuxième côté du thème, c'est l'inconnu. Donc là, la stratégie, c'est la capacité d'agir, mais elle a un rapport avec des choses que vous ne connaissez pas. Si vous êtes face à uniquement du connu, il ne se passe rien. C'est-à-dire tout est prédictible. C'est pour ça que je disais que dans les domaines de la simulation des fluides, la simulation des structures, etc., c'est relativement simple. C'est-à-dire que vous faites face à du relativement connu. C'est-à-dire les lois fondamentales qui sont derrière sont connues. Après, toute la difficulté, c'est de les croiser, de les faire fonctionner ensemble. Mais la stratégie, elle va s'attacher à aller explorer des inconnus. Et il faut distinguer incertain et inconnu. Et ça, c'est un élément extrêmement important. Les marchés financiers se sont toujours rapportés à l'incertain. Il y a des probabilités que le cours il monte ou que le cours il descende. Il y a des probabilités que, je ne sais pas, le prix de l'or double demain matin. Ça, c'est de l'incertain parce que je sais déjà décrire la situation qui va être atteinte. L'inconnu, je ne sais même pas décrire l'endroit où je vais aller. Et d'une certaine façon, je ne sais pas non plus poser correctement les bonnes questions par rapport à ce qui doit être regardé. Donc, la stratégie, quand elle a un rapport à l'inconnu, elle doit générer des questions. Et finalement, mon métier au quotidien, ça c'est un point que je peux partager avec vous, c'est de poser des questions. Et je crois que c'est la meilleure façon dans une entreprise de manager. D'ailleurs, je vois que quelqu'un sur le chat dit n'hésitez pas à poser vos questions. La meilleure façon de manager, et je pense que c'est la méthode du 21e siècle et qui doit être encore développée, c'est justement de ne pas être le général en haut de la colline à côté de la bataille, à donner des ordres descendants. C'est à aller voir vraiment ce qui se passe et à poser les questions. Parce que, en fait, les personnes qui sont au contact du réel, au contact des sujets, c'est eux qui ont la meilleure connaissance. Personne à distance ne peut avoir une meilleure connaissance que l'opérateur, l'ouvrier, la personne qui apporte un service. Parce qu'il faut avoir une connaissance intégrative. Cette connaissance-là, elle ne peut avoir lieu que sur place. Il y a une localité de la connaissance dans cette expérience de contact. Je ne sais pas, je dois rendre service à un patient en l'accompagnant sur un acte médical compliqué, etc. Imaginez l'ensemble des connaissances qui doivent être mobilisées. Il y a des connaissances scientifiques, techniques, mais il y a aussi le contexte, peut-être un contexte de territoire, un contexte familial, la vie d'une personne, les différentes potentialités en termes de mobilisation de matériel, etc. À un moment où vous pouvez essayer de modéliser ça et de représenter dans des plateformes, et c'est ce que l'on fait de façon assez volontariste,
Mais on sait qu'on ne peut pas réduire tout à de la donnée sur une plateforme. Pourquoi? Parce que la seule personne, ou c'est plutôt, ça se passe dans la relation entre le patient et le médecin, ou le patient et le soignant. Et donc là, il y a une dimension de choix. Vous ne pouvez pas faire entrer le soin dans un déterminisme. Donc la stratégie, elle a un rapport avec l'inconnu et elle doit reconnaître qu'il y a de l'inconnu en face. Et c'est probablement un des problèmes fondamentaux qu'on traverse au XXIe siècle, c'est que parfois il y a une négation de cette existence de l'inconnu. Et vous voyez bien dans des déclarations politiques qu'il y a une volonté de montrer qu'on est en contrôle complet. Quand on est dans une telle déclaration, eh bien, c'est la meilleure façon, d'une part, de susciter un certain scepticisme, mais d'autre part, d'avoir une dénégation par les faits dans le futur. Au contraire, il faut savoir reconnaître qu'il y a des espaces d'inconnu, mais formuler des questions et formuler aussi des conventions d'action sur des espaces dont on ne sait pas encore comment ils vont se développer. Et l'année 2021 est probablement le stéréotype de l'année où il y a de l'inconnu. On entre dans cette phase-là, et l'année 2020 aussi était à cet égard déjà pas mal haute, mais on entre dans une année où il faut poser les bonnes questions et non pas forcément formuler d'avance les réponses. Et le geste stratégique, et j'espère que ça peut devenir aussi un geste politique, c'est de formuler des questions par rapport au monde et qui peuvent être ensuite appropriées par tout le monde. Chaque personne dans la société doit pouvoir contribuer à approfondir ces questions et à trouver des solutions. Si les questions ne sont pas posées, on est sûr que collectivement, on ne va pas pouvoir avancer et créer de la connaissance, créer de la valeur collective. Et là-dedans, les univers virtuels, ce que nous on fait chez Dassault Systèmes, et c'est notre conviction très profonde, ils permettent de formuler ces questions et de les représenter. À la fin, un univers virtuel, c'est une ressource. Je parlais tout à l'heure d'une rivière, et ce n'est pas non plus anodin, c'est qu'on travaille beaucoup sur ces sujets de l'eau. L'eau, c'est une ressource, c'est-à-dire, je vous donne de l'eau, je ne sais pas à quoi vous allez l'employer. Vous pouvez peut-être l'employer pour arroser une plante, pour nourrir un animal, ou pour utiliser dans un procédé industriel. Peut-être, je ne sais pas, vous allez faire de l'évaporation pour refroidir la pièce. Une ressource, c'est ça, c'est quelque chose qui n'a pas, dans sa définition même, d'usage déjà prédéfini. Et l'homme est capable de créer des ressources, et c'est ça qui est peut-être distinctif, à travers la technique. Or, ce qui se passe avec la technique, c'est qu'il y a ce qu'on appelle la pharmacologie. Alors là, je suis en train peut-être de déraper sur des questions philosophiques, je vérifie le temps. Et la pharmacologie, c'est-à-dire qu'il y a une ambivalence de la technique. La technique est une solution et la technique est un problème. Simplement, la façon de remettre ça dans le bon sens, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est la capacité intégrative de la personne humaine. Et pour ça, il y a une dimension que j'aime bien citer, c'est la convivialité. La convivialité, j'espère, bon, on la vit comme on peut là, ce soir autour de la conférence. La convivialité, c'est un concept qui a été développé par un philosophe qui s'appelle Ivan Illich dans les années 70. À une époque où il y avait aussi des challenges, hein, chaque époque a ses challenges, et lui il a dit on ne regarde pas avec une vue suffisamment holistique ou intégrative les problèmes. Et donc il a pris l'exemple de la mobilité, ça c'est un exemple frappant. Quand vous regardez le coût pour fabriquer une voiture, le prix auquel vous achetez une voiture, donc aussi le temps que vous passez dans votre voiture, éventuellement dans des embouteillages, que vous regardez le prix pour maintenir la voiture en bon état, donc les réparations, le temps que vous y passez, plus le prix pour payer l'essence, etc. Vous regardez par rapport au salaire des personnes, et donc vous avez l'équivalent d'un temps.
Pourquoi l'équivalent d'un temps? C'est que pour financer sa voiture et les déplacements faits avec, la personne a payé tant d'heures dans l'année, l'équivalent de tant d'heures. Et il dit, quand je compare ça à la distance parcourue dans la voiture, en fait, on arrive à une vitesse qui est de l'ordre de 7-8 km/h, qu'il appelle la vitesse généralisée. Qui calcule ça dans les années 70. Il y a des calculs qui ont été refaits récemment, qui tombent à peu près sur les mêmes ordres de grandeur. Il dit une voiture donc va à 7-8 km/h. Vous avez des effets de pointe. De temps en temps, vous allez à 130 km/h, vous êtes content. Mais en moyenne, étant donné le temps que vous passez pour que votre voiture existe et que vous la conduisiez, vous allez à 7-8 km/h et donc la bicyclette est un mode de transport beaucoup plus rapide. Beaucoup plus rapide. Vous faites plutôt du 10-12 km/h peut-être en moyenne. Ça dépend de votre performance musculaire. Mais en gros, la bicyclette est plus rapide que la voiture. Il fait ce raisonnement-là sur la mobilité. Et ce qui est intéressant, il regarde aussi deux autres secteurs. Il regarde l'éducation et il regarde la santé. Déjà à l'époque. Et donc, il dit, en fait, c'est un peu la même chose sur les antibiotiques. Donc, il a un raisonnement sur les antibiotiques. Et l'excès d'antibiotiques conduit à une réduction marginale de la santé collective. De même que l'excès de voiture conduit à une réduction collective de la capacité à se mouvoir. Donc, il faut essayer d'avoir ce point de vue englobant. Et le 21e siècle est probablement l'âge de la synthèse par rapport à l'âge de l'analyse qui a été peut-être le 20e siècle. Ça, c'est une phrase de Michel Serres qui dit on entre dans l'âge de la synthèse après avoir parcouru l'âge de l'analyse. Pourquoi l'âge de la synthèse? C'est justement qu'on a des profondeurs dans toutes les disciplines, on a l'impression de tout connaître sur certains segments, alors que c'est déjà faux. Mais ensuite, si on essaie de mettre tout ça en regard, on est face à un inconnu extrêmement profond qui est qu'on ne sait pas réconcilier ces différents piliers de la connaissance. Quand vous regardez le XXe siècle, il a quand même démonté énormément de convictions fondamentales sur ce qu'est le temps et l'espace, avec la théorie de la relativité générale, ce qu'est le réel avec la physique quantique, ce qu'est un raisonnement avec Gödel. Et quand vous additionnez en fait les effets du XXe siècle sur ce qui est absolument certain, vous voyez qu'il n'y a plus rien de certain. Et même les scientifiques sont dans cette époque-là où ils se disent la science a démontré au XXe siècle qu'elle rencontrait des limites partout. Et paradoxalement, on a l'impression, là, dans notre époque, qu'on saurait tout maîtriser, qu'on saurait avoir un contrôle absolu sur la technique, sur le monde. Et donc, puis je vais conclure par ça pour passer, parce que ce qui m'intéresse, c'est discuter avec vous après. Stratégie et inconnu, c'est ça que je voulais partager avec vous, c'est qu'il faut préserver l'inconnu, il faut préserver la reconnaissance qu'il y a un inconnu autour de nous. Et pour ça, je pense qu'on traverse une époque unique où on est dans ce choix, de dire est-ce qu'on va réussir dans nos sociétés à dire on préserve l'inconnu, ou est-ce qu'on va entrer dans un truc où on le nie? Je pense qu'on ne va jamais le nier complètement parce qu'il va remonter d'une façon ou d'une autre. Mais comme on dit, on est dans l'anthropocène, c'est-à-dire on est dans une époque relativement globalisée où la localité disparaît. Et ça, c'est une phrase de Bernard Stiegler qui dit en fait l'anthropocène est spécifique parce qu'elle met en danger toute forme de localité. C'est-à-dire on a l'impression que tout est global. Et donc, à un moment, si il y a un seul choix qui est convergé sur le monde entier, vous allez explorer des pistes de solutions qui sont bien moins larges que si vous permettez une diversité de choix et donc une espèce de biodiversité, de ce qu'on peut appeler une no-diversité, c'est une diversité de la pensée, diversité des actions. Et là-dedans, la façon d'envisager la stratégie, et ça me permet de conclure, la façon d'envisager la stratégie, c'est justement de dire la stratégie, c'est celle qui permet, elle est une capacitation, elle est un apport de capacité supplémentaire à des personnes et à une multitude, et elle n'est pas
l'acte de refermer les possibles pour dire il y a une seule solution qui compte pour tous. Donc, c'est une façon divergente qu'il faut prôner par rapport à une approche qui serait trop convergente. Et c'est une exigence de notre époque par rapport aux challenges écologiques, mais aussi aux challenges sociétaux, etc. C'est ce que j'essaie de porter, moi, dans mon job au quotidien. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui commencent à penser comme ça. Je souhaite le partager avec vous parce que je crois que l'Institut de l'engagement correspond à cette philosophie-là aussi, de dire c'est à travers l'engagement de personnes sur des sujets qu'on transforme le monde. Ce n'est pas l'inverse qui serait un désengagement parce que le sujet a déjà été tranché ailleurs. Voilà. Merci à vous et heureux de pouvoir discuter puisque je crois que c'est le principal objectif. Sébastien, merci beaucoup. Il y a déjà plein de questions. Pauline avait une question qu'elle voulait que je transmette et puis elle a décidé de la poser toute seule. Pauline, c'est à toi. Merci beaucoup, Sébastien, pour cette présentation. C'est super intéressant. Je voulais demander, en fait, par rapport aux jumeaux virtuels, alors pour être sûr d'avoir bien compris ta présentation, est-ce que, par exemple, on pourrait prendre des jumeaux virtuels de systèmes économiques différents, comme le woofing ou l'économie circulaire, par exemple? Est-ce que ça ouvrirait à l'utopie, en quelque sorte? Et où est-ce qu'elle se limiterait la réflexion et sur quoi ça se baserait la stratégie? Et la vue, elle amène, enfin, on voit jusqu'où? Voilà ma question. Très clair. Je réponds direct, Marc, ou... Oui, on répond, enfin, on prend une question et tu réponds à chaque fois. Si. Merci, Pauline, pour ta question. Je dirais que le virtuel donne la capacité d'ouvrir des possibles nouveaux. Et donc, ta question, elle me parle énormément. Parce que finalement, si on veut inventer des fonctionnements économiques différents, et ben déjà, une première étape, c'est de savoir les représenter d'une façon ou d'une autre. Parce que si je démontre qu'il y a un système qui peut fonctionner, qui est-ce qui peut me stopper dans la mise en œuvre? Et surtout, si je ne l'ai pas déjà représenté, ou du moins, si je ne sais même pas le dessiner, bien, qui est-ce qui va me suivre pour m'aider à l'accomplir? On s'est beaucoup posé des questions et régulièrement, on a ces échanges-là. D'ailleurs, à l'époque, on avait eu l'échange avec Emmanuel Macron lui-même. On lui avait dit est-ce qu'on ne pourrait pas faire un jumeau virtuel du système fiscal français? Et pour l'anecdote, il avait répondu ça serait beaucoup trop complexe même pour vos logiciels. Mais avec toute l'ironie que vous pouvez imaginer, parce que évidemment, le système fiscal français est extrêmement complexe. Le point, c'est, et là je mets de côté cette anecdote, plus sérieusement, l'économie, c'est quoi? C'est pas juste des flux financiers, et ça, je pense que c'était dans la question de Pauline. C'est pas juste des flux financiers, c'est des flux de matière, des flux d'énergie, des contributions, c'est des connaissances, c'est de l'information. Et le problème actuel des économistes, c'est qu'ils ont tout réduit à des flux financiers, parce que ça se mesure bien. Quand vous regardez l'histoire de la statistique économique, au XVIIIe siècle, on mesurait par exemple les imports-exports de tissus, mais non pas comme des imports-exports de tissus en général, mais on différenciait le coton et la laine. Parce qu'on disait que ce n'est pas le même matériau, donc on ne peut pas faire une équivalence. Et donc, il y avait des comptabilités de l'export de laine, comptabilité de l'export de coton. Alors, au XIXe siècle, ils ont dit, en réalité, c'est le même objet, c'est du tissu. Parce qu'ils ont commencé à mettre en place aussi des droits de douane spécifiques. Et donc, c'est lié à une organisation institutionnelle entre les pays. Et donc, les économistes ont dit ce qui compte, c'est de regarder les imports-exports de tissus. Au XXe siècle, début du XXe siècle, on a dit en fait, non, ce n'est pas ça. Ce qui compte, c'est les habits.
Et ils ont dit, donc, ce qui compte, c'est le nombre, je ne sais pas, de chemises qui sont exportées, etc. Parce qu'on était beaucoup plus centré, on a commencé à considérer l'individu. Et là, je vous raconte une histoire qui est réelle et qui est contée par un économiste qui s'appelle Michel Voll, VO2LE, que je vous recommande de regarder. Il y a un excellent blog sur ces sujets-là. Et il dit, en fait, à la fin du XXe siècle, on est arrivé à quoi? On est arrivé à dire, finalement, ce qui compte, c'est ce qu'on arrive à compter. C'est donc les flux financiers. Et on ne sait plus le nombre de t-shirts ou le nombre, etc., qui circulent. On sait l'équivalent financier qui circule. Probablement, l'enjeu du XXIe siècle, c'est d'essayer de revenir à des éléments plus réels. Il y a les éléments expérientiels, c'est-à-dire ce que moi j'utilise et la valeur que j'y accorde, mais il y a aussi les flux qui ont un impact environnemental et écologique. Et donc, par exemple, des pays existent déjà qui dépendent de l'eau d'autres pays. Donc, on a introduit la notion d'eau virtuelle. Et par exemple, la Tunisie est dans une dépendance déjà, alors si je ne me trompe pas, c'est un facteur 2 par rapport à de l'eau qui vient de pays étrangers. Donc, la Tunisie importe de l'eau, non pas sous la forme de bateaux qui viennent remplis d'eau pour amener de l'eau en Tunisie, mais c'est comme ils importent des biens alimentaires issus de l'agriculture d'autres pays. Il y a de l'eau qui a été utilisée dans ces autres pays pour faire pousser ces plantes-là et élever ces animaux. Et donc, à la fin, c'est l'équivalent en eau qui est consommé par la Tunisie. Et finalement, il y a une importation forte d'eau. Donc, on est dans un rapport qui est de l'ordre du stress hydrique. Alors, ça ne serait pas grave si déjà le système globalement était équilibré, et aussi si ça n'amenait pas une dépendance économique et géopolitique aussi. Et donc, ça crée évidemment des conflits, des tensions, et dans la durée, ça peut probablement conduire à des déséquilibres. Pourquoi je réponds sur ce plan-là de l'eau? On pourrait dire, faisons un jumeau virtuel de l'économie à partir de la circulation d'eau dans les biens. Eh bien, ça serait extrêmement intéressant. Alors, plus classiquement, les gens considèrent le jumeau carbone d'un objet et ils disent, par exemple, l'industrie française a réduit d'à peu près moitié en 15 ans, je crois, 15 ou 20 ans, son empreinte carbone. Mais en réalité, quand vous délocalisez de la production hors de France, eh bien, l'empreinte carbone, elle existe quand même, mais juste elle n'est pas comptabilisée dans les bornes du périmètre géographique France. Donc, le jumeau virtuel de l'économie, il peut être aussi sous ce plan-là. Simplement, et je finirai ma réponse là-dessus, il doit être multidimensionnel. En fait, le risque, ça serait de tomber sur une seule dimension, de dire c'est le carbone qui est l'absolu de l'objectif de nos sociétés. Parce que ça conduirait à quoi? À réduire l'empreinte carbone. Comme vous avez vu sur l'exemple de l'industrie française que je citais, ça conduit à des déséquilibres ou à repousser ces déséquilibres à l'extérieur. C'est ce qu'a fait le monde financier avec ce qu'on appelle la finance de l'ombre, le shadow banking, où il y a tout un univers du système financier qui est régulé. Donc, ce système-là, il est plutôt en réduction progressivement. Et puis à côté, vous avez un univers qui est non régulé et qui est en expansion. Et donc, vous voyez bien, plus on met la pression sur l'univers régulé, plus vous contribuez à développer le reste de l'univers. Mon point, c'est que ce n'est pas tant d'avoir régulé le problème, c'est d'avoir regardé une seule dimension, qui est là du flux financier, dans le cadre du système financier. Dans le cas des discussions sur le réchauffement climatique, la tendance, c'est d'avoir une seule dimension, qui est la comptabilité carbone. En réalité, il faut regarder d'autres cycles. Il y a le cycle de l'eau, il y a la biodiversité. Il y a, en fait, on peut lister énormément de cycles, hein, le cycle de l'azote, etc. Si vous ne prenez pas en compte ces différents cycles, vous allez créer des effets d'arbitrage, c'est-à-dire des déplacements d'intérêt des différents acteurs
qui à terme sont néfastes. C'est-à-dire que vous allez vous prendre en boomerang les conséquences d'une focalisation unique. Et donc, ce que j'ai l'habitude de dire sur ce sujet, c'est l'économie circulaire, elle est intéressante d'une certaine façon dans le concept. En revanche, elle projette sur une seule dimension, en général. Et cette dimension-là, c'est une dimension qu'on impose aux autres. Donc, quand vous avez un débat entre le Brésil et la France sur l'Amazonie, je pense que c'est un débat qui doit avoir lieu. Néanmoins, il est biaisé si la France dit au Brésil, pour absorber nos émissions carbone, il faut que vous continuiez à développer la forêt amazonienne, puisque c'est un débat dont les Brésiliens et le président brésilien notamment ont raison de dire qu'il est d'une certaine façon entaché d'un biais colonialiste d'une certaine façon. Puisqu'il dit nous autres occidentaux, nous émettons et donc vous devez continuer d'absorber. Et donc là, il y a un problème. Et l'économie circulaire, il faut être très vigilant parce que souvent, elle fait entrer dans ce type de raisonnement-là, où, comme on a projeté sur une seule dimension, on doit réduire, on doit réduire une empreinte collective et donc, finalement, on réduit les possibles. Mon introduction tout à l'heure sur la stratégie, c'est l'inverse. Il faut ouvrir les possibles. Tant que vous ne créez pas des nouveaux possibles, eh bien, vous avez un problème. Et les univers virtuels permettent ça. Ils permettent d'ouvrir des nouveaux possibles, mais peut-être je répondrai là-dessus ou j'en rediscuterai plus tard. La question de Ninon et que Ninon m'a demandé de transmettre rejoint cette question des biais. Est-ce que vous vous questionnez, demande-t-elle, sur les personnes à l'origine des systèmes virtuels et leurs potentiels biais? Exemple, groupe de travail majoritairement masculin, caucasien, neurotypique, valide. Est-ce qu'il y a un travail de représentativité et quel serait l'impact selon vous si ces questionnements ne sont pas mis en place? C'est une bonne question. Et ça correspond aux univers scientifiques aussi. Et d'une certaine façon, on a aussi un biais qui est probablement lié à ça d'une façon ou d'une autre, qui est un biais d'ingénieur. Et on essaie d'envisager le monde comme un ingénieur envisagerait le monde, mais ce n'est pas suffisant. C'est peut-être une façon de voir le monde, mais nos modalités d'action, elles peuvent être bien plus intéressantes si on regarde le monde plutôt comme un milieu. Alors, le mot milieu, pour moi, est une révélation là, des derniers mois. Il y a énormément d'écrits là-dessus. Il y a des philosophes notamment Augustin Berg, etc. Enfin, il y a pas mal de philosophes qui ont travaillé dessus. Et c'est l'inverse de l'approche de l'ingénieur. L'ingénieur, il est en contrôle sur son sujet. C'est lui qui, à la limite, qui a même défini son objet, donc bon, il le connaît plutôt bien. Quand je m'inscris dans un milieu, je suis obligé d'abord d'être dans une attitude d'observation, de regarder autour de moi. Et je pense que c'est lié à cette question-là des biais sociologiques, etc. Si on vient d'un groupe dominant, et je dis ce mot-là, je ne sais pas très bien ce qu'il recouvre, mais peut-être on a déjà un biais d'être en surplomb par rapport à son sujet. Si je me mets, imaginez demain, vous devez passer une nuit dans la forêt amazonienne, la notion de milieu, elle devient beaucoup plus réelle. Il faut que je commence à comprendre ce qui se passe. Je vais analyser les bruits, les fréquences. Peut-être mes oreilles vont élargir leur perception de l'environnement parce que peut-être la vibration là, c'est un serpent qui s'approche. Et en fait, là, c'est le milieu comme étant un environnement qui m'héberge. Mais qu'est-ce qu'a fait la vie et qu'est-ce qu'a fait l'homme depuis toujours? Il a créé son milieu. L'oxygène qu'on respire, ça a été créé par la vie. Ce n'est pas antérieur à la vie. C'est la vie elle-même qui a créé la possibilité d'avoir de l'oxygène dans un taux de concentration qui, à la fin, permet la vie. Donc, il y a une circularité aussi dans le milieu. Les univers technologiques et techniques, ils peuvent être aussi vus comme des milieux. Ils ne doivent pas être vus uniquement comme des éléments qu'on peut contrôler,
par exemple, on a des discussions nous, actuellement avec… alors, il y avait Bernard Stiegler, qui est un philosophe qui est décédé l'été dernier. On avait commencé ces discussions avec lui. On les continue avec les personnes qui travaillent avec lui sur l'informatique théorique. Alors, ça peut paraître un sujet extrêmement loin de nos préoccupations là. Et ce qu'on dit, c'est qu'il faut inclure le programmeur dans l'objet d'étude. Et donc, c'est la question de Ninon. L'informatique théorique, on pourrait dire, je regarde le code, je regarde les flux d'informations, j'essaie de décrire mathématiquement ou scientifiquement ce qui se passe. En réalité, l'informatique théorique, ça doit être une science humaine. C'est-à-dire, c'est la capacité de dire, mais comment un système informatique va évoluer en interaction avec une société ou avec une équipe qui va… Pourquoi l'équipe va programmer d'une façon différente? Et il y a des éléments culturels là-dedans. Il y a des éléments de purpose, c'est comment elle se projette, qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle recherche. Donc, c'est de la sociologie aussi. Et c'est de la sociologie, de l'ethnologie, de l'anthropologie, disons. Et donc, j'aime bien cette question. Juste, je ne sais pas la régler autrement qu'en disant il faut en être conscient, il faut se donner des contraintes aussi de recherche, d'ouverture. C'est maximiser l'ouverture pour avoir une biodiversité. Je dis biodiversité parce que si je dis nos diversité, c'est trop abstrait, mais c'est une diversité de pensée, une écologie de l'esprit, et où on est sûr qu'il y a des points de vue différents qui vont se confronter dans une perspective qui n'est pas celle de la réduction et du contrôle. Jean-François, qui est un bénévole de l'Institut de l'engagement, et Claire de Mazancourt, qui est directrice générale de l'Institut de l'engagement, ont deux questions sur l'articulation tiens, c'est un lapsus assez révélateur de mon âge, l'articulation 2020-2021. Jean-François d'abord, Claire ensuite. Jean-François? Donc, je me substitue. Claire, vas-y, et puis Jean-François va peut-être réapparaître dans l'intervalle. Okay. Sébastien, tu fais de la stratégie depuis avant 2021. Est-ce que tu as le sentiment que ce qui s'est passé en 2020 va changer la façon d'envisager la stratégie en 2021? Est-ce qu'on pourrait considérer que c'est une conséquence positive, si tant est qu'on puisse, n'est-ce pas Olivier, dire ce qui est positif et ce qui ne l'est pas de cette crise, et notamment dans tout ce que tu as dit, et l'idée d'arrêter d'être monocritère. Là, on a bien vu tous les bugs entre est-ce qu'on raisonne économie, est-ce qu'on raisonne sanitaire, mais finalement l'économique n'est-il qu'économique, et quand on est pauvre, est-ce qu'on reste en bonne santé? Et finalement, l'école n'est-elle que de l'éducation, mais c'est aussi de la garde d'enfants, et ça, bon, je passe là-dessus. Donc, une espèce d'imbrication qui, je pense, fait comprendre à tout le monde que rien n'était simple et que rien ne s'isolait dans l'univers, et que par ailleurs, il peut arriver des choses un tout petit peu imprévues. Jean-François? Et donc, je vais me substituer à Jean-François qui demande si la stratégie, enfin, qui dit la stratégie en 2020 fut floue, celle de 2021 l'est encore. Que faire pour la rendre plus claire? Ce que j'ai essayé de partager dans mon introduction, c'est l'idée qu'il faut créer des ressources. Et finalement, je ne sais pas à quoi elles vont me servir, ces ressources. C'est de la connaissance, c'est ce que j'ai appelé le jumeau virtuel, c'est-à-dire c'est une représentation du monde. Si j'ai une carte de mon environnement, je ne sais pas encore à quoi je vais l'utiliser, mais ça va m'aider. Et c'est ce qu'on doit faire plus urgemment que jamais. Et ce que probablement des secteurs entiers de l'économie n'ont pas forcément suffisamment fait. Le monde de la santé, puisque je pense que c'est dans cette question-là, il n'a pas créé ces ressources de façon suffisante. À la fin, il y a des ressources quand même qui ont tenu, qui ont été là. C'était des personnes, c'était des organisations avec un intérêt très fort pour l'intérêt général, donc une orientation collective et enfin, un esprit de sacrifice aussi et d'engagement fort de service des autres. Mais
c'est pas suffisant et on ne peut pas se contenter de ça. Il faut créer des ressources qui sont des infrastructures de soins, qui sont aussi des infrastructures virtuelles. Non pas, là je ne parle pas de créer des câbles entre les hôpitaux, je parle de représenter ce qu'est la santé d'une personne, au sens où on peut comprendre maintenant quels sont les déterminants de tel type de maladie. On peut accompagner quelqu'un pour qu'il ait son historique médical et qu'à partir de cet historique médical, on recommande ou on guide des analyses, des diagnostics. Donc, on crée autour d'une personne, là je parle d'une seule personne, on crée son dossier, mais non pas au sens administratif, on crée le jumeau virtuel de la personne. Et du coup, si j'ai ce jumeau virtuel de toute une population, sur toutes les personnes, à la fin, j'ai une ressource pour mieux comprendre. Ce qui s'est passé en début 2020, c'est pendant 6 mois, on a été dans le bleu complet sur ce virus-là, quelle est la vitesse de transmission, qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est grave, est-ce que ce n'est pas grave. Moi, je ne peux pas comprendre, à une époque où le numérique est tellement répandu, on n'ait pas eu plus de compréhension et plus rapidement là-dessus. Pareil, les variants britanniques, où vous avez des trucs contradictoires qui apparaissent dans la presse. Et c'est la même chose. Si vous aviez de la donnée fiable et accessible sur les différents patients, sur les différentes personnes, je fais exprès, je pousse un peu pour choquer. Mais si vous saviez analyser sur toute une cohorte qui est la population française, par exemple, qui est malade, quand est-ce qu'on tombe malade, non pas pour fliquer les gens, mais pour apprendre le plus vite possible comment on réagit. Regardez le débat autour de la chloroquine. C'est le fait de ne pas avoir réussi à construire de la connaissance face à une situation qui était inconnue. Donc, sur la santé, je pense que là, la stratégie doit profondément changer. Je ne suis pas sûr qu'elle ait encore changé. Et on a des échanges multiples pour essayer de transformer ce secteur. Donc, en tant que d'Assosystème, maintenant, on est devenu un acteur clé du monde de la santé. C'est peut-être un élément que je peux partager avec vous. Où on a maintenant plus de 20% du chiffre d'affaires de l'Assosystème qui est dans le monde de la santé. Alors que historiquement, on nous identifiait plutôt sur des éléments que j'ai dit tout à l'heure, qui est l'objet industriel. Si j'ai autant d'activités dans le monde de la santé en tant qu'entreprise, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on veut apporter de la connaissance scientifique pour éclairer des décisions individuelles, mais aussi des décisions collectives. Donc, la stratégie, elle doit évoluer dans ce monde-là où, pour l'instant, c'est l'héroïsme de l'individu en tant que médecin, par exemple, qui prime. Je suis médecin, donc il faut que je soigne des gens, etc. J'avais été marqué par une conférence d'Arnaud Fontanet, qui est un épidémiologiste. Il avait fait un cours au Collège de France il y a 2 ans, je crois. Et il avait dit personne ne s'intéresse à la santé publique. Et il expliquait pourquoi. Il disait la santé publique, vous ne soignez pas des gens, vous empêchez que des gens tombent malades. Donc, ce n'est pas visible. Personne ne s'intéresse à ça. On préfère bien plus être le héros qui a permis à quelqu'un qui était gravement atteint d'avoir traversé une maladie et de s'en sortir. En revanche, les facteurs environnementaux, l'obésité, l'exposition à des nanoparticules, etc., ou là je suis dans des environnements plus occidentaux, mais dans des pays en développement sur certaines maladies, ça n'intéressait pas grand monde. Alors là, d'un seul coup, depuis 1 an, tout le monde s'intéresse à la santé publique. On a redécouvert que c'était un facteur collectif. Et donc, en ce sens-là, je dirais que la stratégie a changé parce qu'on a réalisé que les sous-jacents étaient mal regardés et que la santé, ce n'est pas moi tout seul qui suis en bonne santé. Je suis en bonne santé dans mon collectif, dans mon milieu, pour reprendre mon terme de tout à l'heure. Moi, j'ai l'espoir que ça permet aussi, au-delà de juste la santé, de regarder la dimension du milieu dans les décisions politiques, les décisions stratégiques. Et là-dessus, les champs
critiques, c'est quoi? La santé, évidemment, mais la mobilité aussi, l'énergie. Il y a l'éducation. En fait, il y a quelques domaines comme ça où vous devez avoir une considération du type milieu, c'est-à-dire où est-ce que ça se passe, et non pas simplement focaliser sur une personne. L'éducation, c'est flagrant également, et c'est pour ça que je citais aussi Ivan Illich tout à l'heure, c'est-à-dire il y a un milieu qui permet d'apprendre. Ce n'est pas un transfert d'informations où la personne apprenante doit tout absorber. Donc là aussi, il faut dire que c'est un phénomène collectif d'apprendre. Et je pense que c'est ça aussi, l'Institut de l'engagement a cette force-là, c'est que vous êtes mieux qu'un MBA, que le meilleur des MBA. Pourquoi ? Parce que chacun est engagé sur le sujet qui lui convient, sur lequel il a l'énergie et il a l'envie, mais en même temps, vous avez ce milieu-là de partage de valeurs, mais aussi il y a de la connaissance, il y a du savoir qui circule dans une attitude par rapport au monde qui permet de réussir mon engagement. Du moins, c'est ma compréhension, étant un peu externe et très heureux de temps en temps avoir ces contacts, mais l'Institut de l'engagement crée un milieu d'apprentissage. Donc, voilà, la stratégie a changé parce qu'elle reconsidère l'existence du milieu dans le monde de la santé, dans le monde de l'éducation, dans le monde de la mobilité, etc., dans le monde de la ville. Florène a une belle question. Bonsoir Sébastien, bonsoir tout le monde. Merci beaucoup pour votre intervention super intéressante. Du coup, ma question, voilà, je voulais savoir qui serait aujourd'hui les plus à même de créer ces infrastructures virtuelles dont vous parlez et doit-on s'attendre dans les prochaines années, dans les prochains mois, à voir ces infrastructures émerger de façon un peu organique, un peu dans les organisations, les territoires, pour justement poser ces grandes questions et voir un débat public se créer de façon démocratique. Voilà. Qui et comment est-ce que ça va voir le jour? Comment? Oui, merci de cette question. Ça fait partie du projet qu'on porte en tant que Dassault Systèmes. Mais j'ai envie de donner un exemple, c'est celui de Wikipédia. Parce que c'est le bon exemple, à mon avis. C'est l'exemple du succès, de ce qui réussit, par opposition à d'autres infrastructures virtuelles qui sont certains réseaux sociaux que je n'ai pas envie forcément de citer, mais voilà, il y a des réseaux sociaux qui sont des infrastructures virtuelles qui connectent maintenant des centaines de millions, voire des milliards de personnes. Donc ça, c'est une infrastructure virtuelle, mais qui ne sont pas mis dans une logique de service ou qui ne sont pas devenus un bien commun, qui restent gérés dans une approche qui les limite en réalité dans leur développement. Wikipédia, à l'inverse, est un projet complètement dingue, puisque je me rappelle, j'étais à l'époque au collège puis au lycée quand ça a été lancé. Les professeurs nous disaient il n'y a pas moyen que l'Encyclopædia Universalis, etc., soit débordée par Wikipédia. N'allez pas sur Wikipédia, ça n'a aucun intérêt. Maintenant, même des spécialistes de leur discipline, et je vois bien dans certains domaines, par exemple la simulation ou des domaines comme ça, ils vont sur Wikipédia pour savoir, alors peut-être pas l'intégralité, ça ne doit pas être leur seul référentiel, mais disons apprendre plus vite et donc contribuer plus vite à créer la société de demain. Donc Wikipédia est devenu un patrimoine partagé au niveau mondial de connaissances et qui va servir à apprendre plus vite collectivement, à pouvoir comprendre des choses qui auparavant étaient inaccessibles. Et je pense qu'on a tous ce geste-là d'aller voir, d'essayer de comprendre, de dire tiens, je vais mieux considérer cette chose-là parce que dans Wikipédia, on m'a dit ça. En revanche, l'impact économique de Wikipédia, tel qu'il est mesuré par les économistes, et là je reboucle sur la question précédente, il est à peu près zéro.
la contribution de Wikipédia à la croissance mondiale telle que mesurée par les économistes, c'est zéro. Or, il y a un impact réel puisque ça génère de la connaissance, donc ça permet de faire des choses nouvelles et de faire mieux, etc. Donc, il y a une limitation dans la mesure de l'impact économique. Les univers virtuels, donc, ils doivent être construits dans cette logique-là, qui est une logique Wikipédia, où c'est les utilisateurs, les contributeurs, c'est-à-dire plus je mets des choses dedans, plus j'ai un poids et une capacité d'orienter ce qui est dedans. Et c'est la logique qu'il faut chercher, à l'inverse d'un décentrement où vous avez des réseaux sociaux qui décident à la place, et donc c'est la stratégie à l'ancienne, on décide à la place des utilisateurs ce qui est le meilleur pour eux. Donc, ces infrastructures virtuelles, pour revenir à la question, elles sont en train d'être construites. Le 21e siècle est le siècle où on les construit. Il ne faut pas se rater, c'est-à-dire il faut bien les câbler, les orienter. Le mot qu'on peut mettre dessus, c'est renaissance. C'est un très beau mot. Je crois qu'on traverse une période particulière qui est de cet ordre-là. Si vous revenez au 15e, 16e siècle, a posteriori, on a l'impression que c'était des siècles simples, dorés, qu'il ne s'est passé que des belles choses, etc. Vous aviez des guerres de religion, vous avez eu, juste à la fin du 14e siècle, vous aviez eu des famines, des épidémies, comme ça a été rappelé d'ailleurs l'année dernière, quand les journalistes faisaient des perspectives historiques sur les épidémies. Il montrait que dans le XIVe siècle, presque un tiers de l'Europe est mort. Donc la population a réduit considérablement. Et la Renaissance, en fait, elle a émergé sur cette base-là dans un siècle qui était très, très sombre. Par exemple, vous connaissez peut-être un tableau de Jérôme Bosch qui s'appelle « Le Jardin des délices », qui a été fait à peu près en 1500. En fait, ce tableau-là, il a été fait dans un chaos de société qu'on imagine bien quand on le regarde. Je vous encourage à le regarder. Il se passe énormément de choses. Vous avez un volet qui est très, très noir. C'est l'enfer, c'est la fin du monde. Il y a un volet qui est idyllique, et trop idyllique, en fait, pour être honnête. Et au milieu, vous avez le Jardin des délices, qui est une des expériences humaines. D'ailleurs, j'ai montré une fois ce tableau à des collègues américains. Ils m'ont dit tu ne devrais plus le montrer, ce n'est pas convenable de partager ça dans nos sociétés un peu pudiques, disons. Donc, bon, pour des Européens, ça passe. Et ce tableau-là, il est il met en scène un chaos de pensée qui traduit bien ce qu'était la Renaissance, c'est-à-dire qu'il fallait tout réinventer parce qu'on avait l'impression que c'était la fin du monde et vous aviez les prophètes de la fin du monde quoi, qui étaient un peu à droite, à gauche et qui disaient on est en train d'aller tous dans le mur. Et pendant ce temps-là, vous avez l'invention de l'imprimerie, vous avez l'invention de la perspective, vous avez des bases de la pensée scientifique, les bases aussi de la nouvelle façon de penser politique, l'État moderne qui naissent. Et l'imprimerie, par exemple, a accéléré la circulation de l'information. Elle a accéléré d'un facteur à peu près 60. Donc, c'est-à-dire pas beaucoup. Entre la première Bible copiée par Luther et les Bibles copiées par des moines copistes, elle est produite 60 fois plus vite. Donc, c'est un facteur relativement modeste. Quand vous comparez au facteur d'accélération de circulation de l'information du XXIe siècle, évidemment, ce n'est pas du tout le même ordre de grandeur. Et bien pourtant, cette accélération par l'imprimerie a conduit à quoi? Ça a conduit au siècle des Lumières, c'est-à-dire à la capacité d'étendre la démocratie, c'est-à-dire aussi à la capacité de chacun de se prononcer sur ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Et donc, vous avez eu dans la Renaissance et les suites des conséquences formidables, alors que l'élément, si on essaie de regarder un élément fondateur de ça, c'est l'imprimerie, la circulation de l'information. Au XXe, XXIe siècle, vous avez une multiplication de circulation de l'information par, je ne sais même plus dire combien, de centaines de millions ou de milliards de fois en termes de vitesse et de production d'informations. On a produit plus de brevets
durant les 15 dernières années que depuis le début de l'existence des brevets. Enfin, vous pouvez accumuler tous ces constats et à la fin, tout ça repose sur des infrastructures virtuelles qui sont en train d'être produites. Donc, il faut mettre les bons rails. Et donc, c'était le début de ma réponse, c'est que ces bons rails, ils viennent de bonne gouvernance, ou du moins d'une conception au service du choix par les personnes et par les collectifs. À l'inverse d'une conception qui serait au service du contrôle par quelques-uns, et ce qui est une vision de certaines plateformes américaines, par exemple, qui ont une vision très convergente. Je sais quel est le meilleur choix de produit pour vous, je sais quel est le meilleur match en termes de personnalité par rapport à vous, etc. Et là, vous avez un problème quand vous êtes dans cette convergence-là, parce que vous réduisez les possibles, vous réduisez l'extension de tous les apprentissages en fait, collectifs, et donc à la fin, vous réduisez vos chances d'avoir la bonne ressource quand une crise survient, confère l'année 2020. Brahim a une question, et moi j'ai un défi. Que tu répondes à la question en 3 minutes. Ah oui, je suis trop long sur les questions. Brahim, c'est à toi. Ok. Bonjour Sébastien. Oui, ma question c'était simplement, quel rôle l'éthique ou la RSE joue-t-elle au quotidien dans l'élaboration d'une stratégie d'entreprise? Et voir l'éthique un peu comme une règle morale qui nous guiderait vers une société idéale. Merci Brahim pour ta question. La difficulté, c'est qu'il y a des éléments, même dans une vie d'entreprise, où les personnes ont des convictions individuelles et il y a aussi une vision collective qu'il faut réussir à partager. Comme j'ai dit, la stratégie, ce n'est pas quelque chose qui vient du haut, donc ça doit être généré au contact du terrain, dans les relations entre personnes, etc. Mais pour orienter ça, il y a des éléments d'identité collective, ce que nous, on appelle en anglais equity, c'est-à-dire c'est la valeur, le système de valeur de l'entreprise ou de l'organisation. Je crois que c'est vrai au niveau d'un pays, au niveau d'une association. Il y a un système de valeurs collectif qui ne vient pas se substituer et qui ne peut pas être en contradiction avec des valeurs plus individuelles, mais néanmoins qui permet de guider le collectif. Alors, comme je dois répondre en moins de 3 minutes, je dirais qu'il y a 3 éléments au moins là-dedans. Il y a, je vais prendre des termes anglais, le belief, le purpose et aussi le legacy. Le belief, c'est-à-dire la conviction, et Dassault Systèmes, c'est l'entreprise où on partage la conviction que les univers virtuels peuvent changer le monde. Il y a le purpose, c'est pourquoi est-ce qu'on utilise ces univers virtuels? C'est pour un monde plus durable et basé sur l'innovation. C'est cette capacité d'innover pour transformer dans le bon sens et dans un sens durable et harmonieux. Et le 3e élément, c'est le legacy. Ça se base aussi sur ce qu'on a déjà fait, c'est-à-dire on a des raisons de penser qu'on peut y arriver et notre identité, elle se nourrit de ça. C'est que dans le passé, on a déjà réalisé ça au sens où on a changé le terrain de jeu. On est game changers. Alors, je reprends des termes anglais parce qu'on a l'habitude de s'exprimer en anglais puisqu'on est une entreprise mondiale. Mais le legacy, c'est cette exigence de dire qu'il faut être à ce même niveau de transformation des terrains de jeu sur lesquels on va. On ne peut pas juste se mettre dans un terrain de jeu et en profiter au sens où on crée des objets qui sont moyens, qui sont dans la moyenne. Il faut être dans l'extension d'un terrain de jeu. Donc, si je touche au domaine de la santé, je veux transformer le monde de la santé, par exemple. Voilà, c'est ma réponse. Il y a des éléments individuels, mais ça, on ne peut pas les partager et ce n'est pas forcément le sujet de discussion. Le vrai élément, c'est l'identité collective
Et cette identité collective, elle doit être forte et bien exprimée par l'entreprise. Alors, on va passer de l'entreprise à l'homme. Et Laurent Riquelin qui a une question pour toi, Sébastien. Laurent qui a créé une fondation familiale qui soutient l'Institut de l'engagement et qui propose des ateliers aux lauréats pour leur faire à la fois conscientiser l'expérience de l'Institut de l'engagement, l'expérience de l'engagement, et puis pour nous permettre de mieux comprendre comment les lauréats sont transformés par l'Institut et par leurs engagements. Laurent, c'est à toi. Bonjour Sébastien, merci pour ces explications. Alors, je voulais basculer sur un mode un peu plus personnel. Et puisqu'on est entouré de dizaines, peut-être de centaines de jeunes engagés, vous demandez s'il y a eu un moment dans votre vie personnelle ou professionnelle où vous vous êtes senti particulièrement engagé. C'était dans quel domaine? Qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce que vous avez vécu à l'occasion de cet engagement? C'est une excellente question. L'élément que je mettrais en avant, ou j'évoquerais, c'est l'expérience que j'ai eue en étant à l'Élysée, en fait, auprès du président de la République sur les sujets industriels. Alors, je ne sais pas si c'est le sens de votre question, mais il y a un engagement complet, une mobilisation complète de la personne et de mon environnement au service, à ce moment-là, de choses qui m'ont dépassé largement. Je pense que c'est ça l'engagement, c'est vous êtes dépassé par les enjeux, mais vous n'avez pas le choix, vous n'avez pas d'autre choix que d'intervenir parce que vous êtes dans ce contexte qui doit, où vous êtes à chaque moment presque en phase de bifurcation qui vous paraissent importantes. Je pourrais citer des exemples très précis d'opérations, d'ailleurs extrêmement capitalistiques parfois, où il y a des décisions importantes ou de nomination de personnes ou d'orientation. Quand on est à ce niveau-là, on a forcément on a l'impression qu'on est en capacité d'intervenir sur tout. En réalité, ce n'est pas vrai. Mais on a quand même la capacité de faire bifurquer des sujets. Et il faut en être convaincu, et je pense que c'est ça l'engagement aussi, c'est d'être convaincu qu'on peut faire bifurquer les choses. Bifurquer au sens de ça peut prendre une autre voie et qu'on pense meilleur. J'étais juste avant d'aller à l'Élysée, j'étais au cabinet de Jean-Yves Le Drian, donc sur les sujets de défense. Et on m'a proposé d'aller à l'Élysée et j'étais plutôt bien avec Jean-Yves Le Drian parce que je m'entendais bien avec le ministre, il avait une personnalité qui me plaisait bien. Puis on me dit, tu pourrais aller au cabinet de l'Élysée, il y a le poste de conseiller industriel, est-ce que ça ne te tente pas? Et au début, ma première réaction, c'était de dire non, en fait, je serais moins bien parce que là, j'apprends tellement de choses en fait, dans cet univers. Et les industries de défense, c'est des industries intéressantes parce qu'elles projettent sur le long terme et elles ont un rapport avec la technologie. Et puis, en fait, ça rend un service quand même réel à la société. Après, on peut avoir plein de débats. Et donc, j'avais l'impression que ça serait trop abstrait. Et donc, j'avais dit au début, oui, quand même, il faut que je réfléchisse. Et en discutant avec les gens autour de moi, je me suis fait la conviction que finalement, si moi, j'y allais pas, alors vous pouvez douter de la pureté de mes intentions, et je ne souhaite pas, mais et d'ailleurs, peut-être c'est une analyse a posteriori qui est fausse. Mais si moi, j'y allais pas, pour voir comment ça marche, pour essayer d'agir dans ce système-là, eh ben, c'est que finalement, je laissais la place peut-être à quelqu'un qui n'allait pas faire les choses avec une même notion d'intérêt général. Peut-être j'ai fait l'erreur là encore de dire que moi, j'ai une bonne notion d'intérêt général ou que je suis capable de la mettre en œuvre dans de l'action collective. Mais j'avais ce sujet-là et c'est ça qui m'a fait basculer. Et quand on bascule pour ça, en allant à une telle position, eh bien, à la fin, d'ailleurs, mes collègues, ils l'ont su parce qu'à l'Élysée, finalement, les différents conseillers, ils ont tendance à être en antagonisme, en fait, entre eux. Parce que, pourquoi? Ils sont en face des différents ministères et chaque ministère a des antagonismes et l'Élysée, c'est l'endroit où on fait la synthèse entre ces différents ministères.
Eh bien, les autres conseillers, ils ont bien vu que moi, j'avais une certaine hargne qui n'est pas forcément celle qu'on voit dans des ingénieurs. Un ingénieur, ce n'est pas quelqu'un d'hargneux, forcément. Mais j'avais, du fait de mon choix, une conviction que je pouvais transformer certains sujets, et j'étais là pour les transformer. Donc, il ne fallait pas se mettre en travers de mon chemin. Et finalement, des formations, je pense que les formations sciences politiques, ENA, etc., peut-être de la valeur. Mais en tout cas, ça a un effet, c'est que ça conduit à des gens qui ont cette capacité de débattre. Des formations d'ingénieurs, ce n'est pas forcément le débat qu'on nous apprend. On ne nous apprend d'ailleurs pas trop le débat. Eh bien, du fait de ma hargne, j'avais la capacité de débattre et de me mettre dans des situations qui sont peut-être d'ailleurs liées à la stratégie. Cette action de dire j'ai un objectif, je l'accomplis par tous les moyens en mobilisant des ressources. Alors les moyens aussi éthiques, hein, ça c'est pour revenir à la question de Brahim. Moi, je me suis toujours interdit quand même pas mal de choses. Mais l'engagement, c'est ça, c'est j'ai des tripes, j'ai pas juste un cerveau. Donc finalement, c'est ce que je dis beaucoup aux ingénieurs ou à des jeunes ingénieurs que je rencontre. Je dis apprenez aussi à faire fonctionner vos tripes. Ça vous paraît facile, ça vous paraît évident, mais à un moment, il faut réussir à aller les chercher. Et c'est à l'Élysée, moi, que j'ai vécu ça. Et je vous souhaite de vivre le même genre d'engagement. Je continue à vivre. Mes tripes, elles n'ont pas arrêté de fonctionner en quittant l'Élysée. Je crois que je sers autant l'intérêt général et l'intérêt de la société là, en étant chez Dassault Systèmes à travers des choses que je fais. C'est construire des univers virtuels, comme j'ai essayé de vous le partager. C'est encore servir l'intérêt général, mais c'était le plus flagrant et le plus déterminé quand j'étais à l'Élysée dans ces fonctions-là. Dernière question, Sébastien, dont je vais être le médiateur. L'une rejoint directement ce que tu viens de dire. Timothy se pose la question de qu'est-ce qu'il faudrait changer dans la formation des jeunes ingénieurs pour leur donner plus de tripes, plus de hargne, plus de capacité à débattre et peut-être plus de valeur éthique, dit-il. Peut-être il faut les confier à l'Institut de l'engagement. Pour moi, c'est un joli paradoxe. Tu sais, Sébastien, que Martin Hirsch, le président de l'Institut de l'engagement, a récemment présidé un comité d'ouverture sociale de l'enseignement supérieur à la demande de Frédérique Vidal, la ministre de l'enseignement supérieur, et que l'Institut de l'engagement s'efforce de faire entrer les lauréates et les lauréats en cassant parfois la porte d'écoles qui deviennent partenaires pour leur permettre de réaliser leurs projets, leurs ambitions. La perspective inverse qui est de faire rentrer les étudiants des écoles à l'Institut de l'engagement, elle est évidemment amusante. Oui, parce que qu'est-ce qu'on apprend dans une formation d'ingénieur? On apprend à manipuler les concepts et tout, c'est assez facile. Enfin, je ne sais pas, mais ce qui est difficile, c'est de se mettre dans la balance quand il s'agit de transformer des comportements ou de transformer des systèmes sociaux, sociétaux. Et là, ça nécessite d'intégrer l'ensemble de ce qui est autour. Donc, je ne peux pas dire je me cantonne juste sur une discipline et une vue réduite du monde. Et peut-être l'ingénieur de demain, c'est celui-là, c'est celui qui arrive à intégrer l'ensemble. J'ai dit tout à l'heure les sciences humaines, la sociologie, la compréhension, mais c'est déjà trop pauvre. C'est-à-dire, il y a aussi le droit, il y a aussi. Et donc, peut-être, c'est à travers l'engagement, c'est-à-dire la preuve que je suis capable de, c'est que je l'ai déjà fait. C'est la seule preuve qu'on peut donner. Donc, les diplômes, la théorie sur les systèmes n'est pas suffisante. Alors, question d'Olivier, qui est chargé d'accompagnement à l'Institut de l'engagement. Je crois reconnaître le coq de la French Tech. Je crois reconnaître Chaplin. Donc, pourquoi ces choix? Alors, c'est pas Charlie Chaplin. C'est une photo de Lewis Hine qui, dans les années 20, a fait un reportage. Il était photographe, il est allé dans les usines. Et donc, là, c'est un ouvrier d'une usine électrique. Et j'aime beaucoup, ça remet de l'humilité.
cette personne-là, il y a un vrai effort physique. On voit, je ne sais pas si vous voyez à distance, mais il y a un vrai effort pour serrer un boulon. Il faut qu'il soit serré. C'est un savoir-faire hein, de serrer ce boulon. Et s'il le serre trop fort, ce n'est pas bien non plus. Donc là, il y a un métier du réel. Moi, j'espère que j'ai la même attention et la même focalisation quand je suis dans mon quotidien. Et puis le code de la French Fab, c'est la fierté d'avoir une industrie, d'accompagner l'industrie française et européenne. Ça me permet de dire aussi un mot sur les enjeux européens. Quand je parle de renaissance, forcément, c'est un mot européen ou français, c'est-à-dire l'Europe a ouvert la boîte de Pandore de l'industrie. L'industrie a créé des externalités extrêmement négatives. Il y a des émissions carbone, la pollution, etc. Mais elle crée des choses extrêmement positives. Elle nous permet là, de discuter à distance alors qu'on est tous assez loin. Elle permet de partager, elle permet de se déplacer, d'avoir des projets. Et donc, l'industrie, il faut la porter. Et l'Europe peut continuer à la porter, mais en lui donnant plus de sens. Et donc, tout ce qui est engagé actuellement au niveau de la Commission européenne sur comment est-ce que l'Europe, en termes de développement durable, s'inscrit dans une logique différente, pour moi, c'est aussi l'avenir de l'industrie et de l'industrie européenne avec une capacité de se différencier en disant, nous, Européens, on peut apporter au monde des solutions nouvelles sur les enjeux écologiques notamment. Donc l'Europe peut rebondir, peut créer cette dynamique-là, et elle ne le fera pas toute seule, elle doit le faire en lien avec l'Afrique, en lien avec l'Asie, en lien avec les Amériques, etc. Mais néanmoins, elle peut aller puiser dans sa ressource, c'est son legacy, pour revenir à la réponse sur l'identité d'une entreprise. Là, c'est l'identité européenne, c'est le legacy, c'est la pensée grecque, la pensée aussi des environnements. Le monde arabe aussi a beaucoup influencé et porté la pensée européenne. Et à la fin, l'industrie européenne, ce n'est pas forcément une industrie uniquement matérielle, c'est la capacité de soigner, c'est une industrie, la capacité d'éduquer, d'enseigner, c'est une industrie. Ces industries-là, elles vont bénéficier d'une vision où l'Europe va dire je ne veux pas faire comme les autres continents, je ne veux pas me calquer sur le monde chinois, je ne veux pas me calquer sur le monde américain, j'invente ma propre voie et ça va être bénéfique pour le monde. C'est la meilleure contribution que l'Europe peut faire dans les années et les décennies qui viennent. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a le coq de la French Fab, French ou European Fab, ça serait peut-être mieux. Merci. Et on va terminer avec une question un peu vertigineuse et scatologique d'André. Le cosmos dispose-t-il d'une intelligence artificielle ou naturelle qui guide sa stratégie? Est-ce qu'il y a une intention? C'est ça la question? Probablement. Oula, ça va aller sur des terrains un peu lointains et vous risquez de ne pas forcément me suivre. Il y a un regard humain déjà sur tout ça. Et je crois que c'est ce sur quoi on peut tous se mettre d'accord. Et ça, c'est peut-être un élément important. Si on arrive, et l'engagement, il fait partie de ça, parce que l'engagement, il est le résultat d'un regard. Si on est tous d'accord qu'il y a une capacité humaine de regarder le monde, de le transformer, qui donne sens, et que c'est ça qui compte, et bien, déjà, on a une base de convention de comportement collectif. Après, est-ce que le cosmos est une simulation? Vous avez peut-être lu le dernier prix Goncourt, L'Anomalie de Hervé Letellier. Moi, j'ai bien apprécié. Ça parle de ces univers virtuels, puisque, alors je ne veux pas spoiler le truc, mais à la fin, il y a quand même l'idée que le monde est peut-être une simulation. Et j'aime bien la réponse qu'il fait à la fin de son ouvrage. Il dit de toute façon, ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est l'expérience vécue et partagée. Donc, moi, je répondrai comme Hervé Letellier.
Merci beaucoup Sébastien, merci à toutes et tous pour ce moment vécu et partagé. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. On se retrouve très bientôt et je crois que ça va être annoncé dans le générique de fin, dans quelques jours avec Paul Quillès pour parler de désarmement nucléaire. Merci.